Selon toi, il faut vendre combien de livres pour que ça devienne ton activité unique? Entre 10 000 et 15 000 par an, ou même pour chaque livre. Au départ, le livre sur Damso, je l'avais écrit en 2 mois et c'était quelque chose qui était plus de l'ordre de l'occupation vacancière que vraiment du projet entrepreneurial. C'est après la réception et le succès commercial et la rencontre avec Damso que les choses ont vraiment pris de l'ampleur. J'ai obtenu un contrat doctoral qui me permet d'être rémunéré par mois. Si j'avais pas la thèse, je pourrais pas être écrivain. Tu fais ce premier livre, donc tu as gagné 25 000 euros. Avant charges et impôts, il va me restait euros. Si jamais tu vends 10 000 livres, tu vas avoir 20 000 euros de droits. Ton avance, elle était de 10 000 euros. C'est 5 000 euros à la signature du contrat et 5 000 euros à la publication du livre. Quand j'ai commencé, j'avais pas Instagram et finalement, c'est ça qui est le nerf de la guerre. C'est cette promotion sur Instagram, même sur TikTok, qui fait connaître le livre. Nicolas, bienvenue. Merci. Je suis trop contente que tu sois là. Moi aussi, je suis très content d'être là. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour qu'on comprenne un peu qui tu es? Moi, j'ai un petit peu compris, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de facettes différentes. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Nicolas Krastev-McKinnon. J'ai 27 ans depuis la semaine dernière. Joyeux anniversaire. Merci. Je suis écrivain et doctorant en lettres à la Sorbonne Nouvelle. Ce sont mes 2 activités principales. Donc, j'ai fait mes études à Fénelon, d'abord en classe préparatoire littéraire, puis j'ai intégré l'école normale supérieure en lettres, et ensuite j'ai passé l'agrégation de lettres pour devenir justement doctorant et enseignant à l'université. L'agrég, c'est pour donner des cours à l'université, c'est pour donner des cours au lycée aussi ou rien à voir? On peut donner des cours au lycée, mais c'est surtout pour ensuite avoir un statut de doctorant contractuel et de pouvoir donner des cours à l'université plus tard. Et donc ça veut dire que tu fais une thèse? Oui, voilà, je fais une thèse en littérature française du XXe siècle à la Sorbonne Nouvelle. Super intéressant, donc tu donnes des cours, Sorbonne Nouvelle, ENS, c'est un parcours classique quand tu fais ce parcours-là. Est-ce que si tu fais l'ENS, la plupart des gens ils veulent devenir doctorants, la plupart des gens veulent écrire Je dirais que quand on fait l'ENS, on est quand même appelé à devenir enseignant ou chercheur ou du moins fonctionnaire parce qu'on est quand même tenu par un contrat, un engagement décennal qui nous oblige à travailler pour l'État. Parce que comme on est payé pendant nos études, ensuite on doit rétribuer par un travail dans la fonction publique. Mais certains font du journalisme, d'autres de la politique, décident de passer l'ENA. Moi j'ai eu un parcours plutôt traditionnel avec prépa, ENS, agrég et ensuite thèse et enseignement. Donc aujourd'hui l'objectif c'est un peu de comprendre comment tout ça s'articule d'un point de vue financier et business, c'est-à-dire que là tu viens d'expliquer 2 activités principales. La partie écrivain, on va peut-être commencer par celle-ci. Le gros cliché là-dessus, c'est quoi? C'est que c'est super dur de gagner sa vie en écrivant des livres. Pourquoi? Parce que c'est dur de vendre des livres. Ce qu'on disait là juste à l'instant, c'est que quand tu écris un livre, à part si t'es Guillaume Musso, Joël Dicker, Marc Lévy, je rentre dans la grosse caricature, hein. Il y a un auteur à succès, en tout cas pour tout ce qui est de la fiction. Si tu vends au-dessus de 5000 livres, t'es content. Très très content. Très content. C'est-à-dire que le marché de la librairie et de la vente de livres étant ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire très difficile, vendre 5000 livres, surtout à mon âge, est un objectif très satisfaisant à atteindre. Très satisfaisant et c'était très très difficile de vendre 5000 livres. Surtout s'il s'agit de fiction ou d'un récit ou voilà. Qu'est-ce qui se vend le plus que de la fiction ou du récit? Ça va être quoi? C'est les romans, mais c'est surtout les romans d'écrivains institués ou de romans spectaculaires qui d'un coup obtiennent un grand lectorat. Voilà. Ouais. Exactement. Ok, d'accord. Donc pour résumer, en fait, moi j'ai publié 3 livres. Le premier, quand j'avais 22 ans, en auto-édition chez Librinova. Il s'agissait d'un dictionnaire critique sur l'œuvre du rappeur Damso. Donc ce livre, c'est celui qui a lancé ma carrière. J'ai vu ça, incroyable, ça a l'air incroyable. Ouais, il a eu un bon succès commercial puisqu'il s'est vendu à 25 000 exemplaires en 3 ans. Et là, je viens d'en publier une réédition. Et tout ça en auto-édition avec donc cette agence qui s'appelle Librinova et qui est spécialiste donc de l'auto-édition. Et suite à cette première réussite, entre guillemets, j'ai intégré une maison d'édition, donc J.C. Lattès. Maison d'édition très connue, très institutionnelle en France. Très institutionnelle, et oui, très connue. Et chez Lattès, grâce à Maïr Guven, donc, qui était mon premier éditeur, j'ai publié un 2e dictionnaire critique sur Orelsan. Il s'est vendu, lui, à 12 000 exemplaires, je crois. Cette fois-ci, au travers d'une maison d'édition. C'est incroyable, mais pour moi, je suis resté assez modeste vis-à-vis de tout ça parce que c'était 2 livres qui étaient écrits sur d'autres personnes que moi et qui avaient une nature plus commentatrice que vraiment fictionnelle, romanesque. Et donc, après ça, j'ai signé un contrat d'édition chez Philippe Ray, une autre maison d'édition très littéraire qui a obtenu le prix Goncourt il y a 4 ans. Et j'ai publié mon premier récit littéraire qui s'appelle La vie sans fondement. Et là... qui est un peu autobiographique, c'est ce que j'ai lu quelque part. Qui est même très autobiographique, qui est le récit de maladie et d'une sorte de guérison suite à 2 maladies.
Voilà, donc ça c'est les 3 livres que j'ai publiés. J'ai pas encore eu les chiffres de vente pour La vie sans fondement. Tu l'as publié quand, pardon? Je l'ai publié en mars dernier. Ok, d'accord. Les chiffres prennent un peu de temps à arriver, mais ce qui est sûr, c'est que j'en vendrai beaucoup moins que les 2 dictionnaires critiques qui ont vraiment eu un succès commercial à cause de leur nature justement très populaire. Bah, en fait, tu as écrit Orelsan et tu as écrit Damso dans le titre, donc forcément, si c'est posé sur une table de librairie, sur les tables des nouvelles sorties, les gens vont juste le prendre, quoi, évidemment. Oui, voilà, c'est ça qui accroche le regard. Mais ça reste très impressionnant, 25 et 12 000, tu m'as dit? Oui, Non, 25, c'est ça. Ouais, 25 et 12 000. Est-ce que tu dirais, juste pour comprendre un peu, ton activité principale, c'est d'être écrivain ou c'est d'être prof? Mon activité principale, je dirais quand même que c'est celle de doctorant, parce que c'est celle qui me nourrit, mais je dirais que mon activité complémentaire et quasi principale, c'est aussi celle d'écrire, puisque voilà, je suis sur un bon rythme depuis 3 ans. J'ai sorti 3 livres en 3 ans et je continue, même si je sais que là, il va me falloir plus de temps pour écrire un roman, parce que c'est le prochain. C'est ton objectif? C'est le prochain enjeu, oui, c'est ça, d'écrire un roman, de sortir du récit autobiographique pour entrer dans le monde fictionnel. Mais oui, l'activité principale et alimentaire, c'est vraiment celle de doctorant. Sur le livre, ton premier en auto-édition, j'aimerais plusieurs choses. Que tu m'expliques déjà combien ça gagne de vendre 25 000 livres en auto-édition et qu'on fasse un peu le contraste entre l'auto-édition et l'édition classique, donc le cas avec ton premier livre et le cas avec ton second livre. Que tu m'expliques un peu les différences d'ordre de grandeur, comment on arrive à vendre et puis très concrètement, combien ça gagne l'auto-édition et l'édition classique. Alors, pour l'auto-édition, c'est très simple. Je touche 1 euro par livre vendu. C'est-à-dire que sur 25 000 livres qui coûtent 13 euros, je touche 25 000 euros. Avant impôt et avant charge. Pour l'édition, c'est plus avantageux parce qu'il y a une avance à la signature du contrat qui varie en fait en fonction des auteurs, mais qui est entre, je dirais, 3 000 et 15 000 euros si l'auteur est très connu. Il y a donc cette avance. Et ensuite, je touche 10% sur chaque livre vendu, ce qui équivaut par exemple sur un livre à 13 euros à 1,30 €, ce qui est déjà un peu plus. Est-ce que le livre coûte plus cher s'il est édité chez Lattès qu'en auto-édition? Est-ce que ça peut être une différence? Non, pas nécessairement. Comme par exemple pour le Orelsan, on était sur un format court. Il a été vendu à 13,50 €. Chez Librinova, il était vendu à 12,90 €, je crois, donc c'est plutôt équivalent. Sensiblement la même chose. Donc le premier, tu l'as auto-édité, pourquoi? Parce qu'il fallait que tu fasses tes preuves, c'était ton seul moyen de le publier? Parce que j'étais très jeune et que je ne connaissais pas encore de maison d'édition et que c'était vraiment un projet de vacances. Au départ, le livre sur Damso, je l'avais écrit en 2 mois et c'était quelque chose qui était plus de l'ordre de l'occupation vacancière que vraiment du projet entrepreneurial. Et donc je l'ai auto-édité comme ça en 3 semaines. J'ai été reçu par une équipe assez géniale chez Librinova. Et c'est après la réception et le succès commercial et la rencontre avec Damso, etc., que les choses ont vraiment pris de l'ampleur. Et donc j'ai été approché par une maison d'édition et que les choses se sont fait ensuite non pas plus professionnellement, mais si en tout cas de mon côté, plus institutionnellement. Ok, d'accord. Et tu peux me raconter un peu, donc Librinova, comment ça fonctionne? Donc toi, tu touches 1 euro, eux, ils s'occupent de tout, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de l'auto-édition dans ce cas, c'est-à-dire que juste c'est un modèle différent de l'édition classique? C'est de l'auto-édition puisqu'il n'y a pas ensuite le livre n'est pas distribué dans les librairies en rayon, etc. Il est seulement disponible à l'achat en ligne. Mais oui, il s'occupe de l'impression, de la maquette, de la correction. Il faut payer une petite somme, 300 € je crois, à l'entrée chez Librinova pour qu'il s'occupe de ça. Et ensuite, tout se met en place, mais il n'y a pas ce suivi presse et commercial après, comme chez Lattès, qui est vraiment, pour le coup, excellent pour ça. Et donc, eux, ils vont gérer la distribution avec des Amazon, etc. Des Fnac, Cultura, oui. Okay. Jamais en rayon. Donc Fnac.com n'a rien à voir avec... Enfin, je veux dire, en termes de réseau de distribution, c'est pas du tout la même chose que Fnac en magasin et Fnac.com. Non, voilà, c'est ça. Mais parfois, comme le Damso se vendait bien, les Fnac le commandaient en amont et les commandaient chez Librinova, donc il s'est retrouvé en rayon. Et c'est quoi ce prix fixe de 1 euro? C'est toujours pareil? Eux, ils ont un espèce de truc flat, ils rémunèrent 1 euro parce qu'ils savent que c'est la moyenne entendable chez les jeunes auteurs. Enfin, pourquoi c'est pas un pourcentage? Je crois qu'ils ont de grands coûts d'impression et qu'ils ne font pas de stock. C'est-à-dire qu'ils impriment à la demande chaque exemplaire. D'où les coûts d'impression. Voilà. Et donc, ils ne peuvent pas payer plus, ou ils ne veulent pas payer plus. Mais en tout cas, quand on débute, c'est quelque chose qui nous convient. Parce que moi, j'ai toujours su que c'était à peu près ce qu'on touchait sur un livre vendu. Et d'ailleurs, ça n'a pas énormément augmenté quand je suis passé chez des éditeurs traditionnels. En fait, ce que je ne comprends pas bien, c'est l'arbitrage entre... on te rémunère 1 euro, mais c'est eux qui décident s'ils vont vendre le livre, s'ils vont le mettre à un prix de vente à 13 ou un prix de vente à 9 ou 16.
16. Ça dépend du nombre de pages, de la nature du texte, s'il y a des images, du coût de l'impression. Voilà, ça dépend vraiment du volume du livre. Je pense qu'ils ont une gradation. Par exemple, moi, mon livre, c'est 100 pages, 13,50 €. Et c'est aussi nous qui fixons le prix de vente. Ah oui, c'est ça. On C'est-à-dire peut que aussi c'est fixer une discussion entre notre vous, prix de en vente. fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est une négociation. Et quoi une qu'il discussion. arrive, ils vont te... Et donc, si jamais c'est un énorme livre ou un truc gros qui est plus beau, qui vont vendre 20 €, potentiellement, ils peuvent te donner 2 € par livre. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ça reste un ratio, très clair. Mais donc, c'est un ratio moins élevé. Donc, tu fais ce premier livre, donc tu as gagné 25 000 € là-dessus. Avant charges et impôts. Et alors, les charges, quelles sont-elles là-dessus, juste pour comprendre? Alors, on est sur des charges entre 30 et 40%. Plutôt 30, mais entre l'URSSAF, parce que du coup, je suis artiste-auteur, et les impôts. Alors, l'URSSAF artiste-auteur, ça fonctionne pareil que l'URSSAF classique, c'est quoi? C'est pas la maison des artistes? Si, c'est ça. Ah, donc c'est un peu moins élevé, c'est peut-être 15%. Oui, 15-20%, mais on ajoute les impôts à ça et on se retrouve à 30-35%. Il va me rester 15 000 €. Oui, c'est ça. Entre 15 et 18 000 € à peu près. Au mieux 15-18 000 €, d'accord, là-dessus. Le deuxième livre, édité dans une maison très traditionnelle, très classique, très connue, J.C. Lattès. Comment ça fonctionne? Il y a une avance à la signature du contrat qui est située dans les chiffres que j'ai indiqués. Et ensuite, pareil, on a un suivi des ventes, un relevé des ventes avec un paiement tous les 6 mois. Tous les 6-9 mois à peu près, et avec ce même pourcentage sur chaque livre vendu qui est de 10%. Donc 13 €, 1,30 € pour chaque livre vendu. Et donc ça, si on peut reprendre un peu comment ça a fonctionné, est-ce que c'est toi qui allais les démarcher? Est-ce que tu les avais rencontrés parce que tu avais fait ce premier livre qui était un peu une première preuve? Oui, voilà, c'est ça. J'ai rencontré Maïr Guven, donc, qui est le fondateur du label La Grenade et qui est éditeur chez Lattès. Il m'a approché pour discuter d'un prochain dictionnaire critique et on a décidé de le faire sur Orelsan ensemble et ça s'est très bien passé. Et maintenant, je suis co-directeur de collection chez Lattès. Donc j'ai intégré un peu la maison d'édition puisque nous recrutons des auteurs et des autrices pour écrire d'autres dictionnaires critiques sur d'autres artistes. Donc l'année dernière, Ismaël Mereghetti, qui est un journaliste rap, a publié un livre, Dictionnaire critique, sur Aya Nakamura. Et là, on en sort un sur Jul dans 10 jours. Donc maintenant, je m'occupe juste de piloter la collection avec Maïr Guven et Marie Gray, qui est une autre éditrice. T'as un peu créé cette collection finalement? Oui, je l'ai créé, oui, entre guillemets, oui. Vous discutez ensemble, ok, on va le faire sur Orelsan, là tu signes un contrat, ils te donnent une avance. Eux, ils se disent, ok, je pense que, juste pour comprendre la mécanique, ils se disent, ok, je pense qu'on va pouvoir vendre 10 000 exemplaires. 10 000... Ça, on ne sait pas, c'est toujours le hasard. Mais est-ce que, parce que dans les négos de contrat, j'imagine qu'il y a un peu de spéculation sur les ventes projetées. Comment est-ce qu'ils décident déjà du pourcentage qu'ils te donnent? Comment est-ce que vous mettez d'accord là-dessus? Et de l'avance qu'ils te donnent? Alors, le pourcentage sur les ventes est fixe. Il est le même pour tous les auteurs, qu'on soit Joël Dicker ou Nicolas Krastev. Et il est de combien? Il est de 10%. C'est toujours 10%? Toujours 10%. Okay. Et l'avance, c'est en fonction de la notoriété, en fonction de, peut-être de la nature du livre. Par exemple, je sais que mon avance entre le premier et le deuxième livre n'a pas été la même, comme j'avais vendu pas mal de livres avant. Et voilà, c'est une négociation, mais qui est souvent assez simple, parce que ce sont des montants... qui conviennent aux auteurs et qui sont aussi une sorte de cadeau de bienvenue dans la maison d'édition. Et ensuite, comment fonctionne le travail? Sachant que vous êtes mis d'accord en amont sur le sujet, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que toi, tu leur dis, je vais vous livrer un premier manuscrit dans X temps? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on avait signé le contrat, en 3 mois à peu près, j'ai livré une première version. Ensuite, il y a un retour des 2 éditeurs sur le texte, version 2, retour, version 3, et ensuite on travaille sur épreuve, c'est-à-dire c'est le texte final, on fait les dernières corrections, les dernières suggestions, et on est très bien entouré. En fait, c'est aussi ça qui change avec l'édition traditionnelle, c'est qu'on a vraiment toute une équipe qui travaille sur le texte, qui travaille sur les coquilles, qui travaille sur la langue, sur la mise en page, et donc sur vraiment l'objet livre. Et donc ça a été un travail assez formidable, et donc en 6-8 mois, on a fini le deuxième livre et 3 mois plus tard, il était publié. Et là commence la partie promotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une soirée de lancement, des interviews, des rencontres en librairie, des rencontres avec les médias. Et c'est là que c'est le travail plus commercial qui se met en place. Et ça, c'est une partie qui est super importante, d'aller jouer le jeu, toi, en tant qu'auteur, d'aller faire le plus de rencontres possibles et le plus d'initiatives presse qu'on te propose, parce que c'est ce qui va vraiment influer sur potentiellement la vente du livre, la notoriété, etc. On est d'accord? Oui, exactement. Surtout sur ces livres-là qui sont assez, qui sont assez populaires, assez commerciaux. Plus les gens en entendent parler, plus le livre aura de succès. Et ça, c'est le rôle de l'attaché de presse, de faire ça dans les maisons d'édition traditionnelles. L'attaché de presse
est en relation avec énormément de médias et essaie de faire inviter l'auteur ou l'autrice partout pour que justement le livre soit diffusé. Et j'ai eu une très bonne attachée de presse chez La Thèse qui s'appelait Lucie. Et donc j'ai fait de très beaux médias avec Orelsan. Je suis allé sur France Inter, sur BFM. Et c'était des premières expériences à 23 ans assez géniales. Ouais. Donc t'en as vendu 12 000. Ouais. Ça veut dire que toi, t'as touché 10% de ça. 10% de ces 12 000, donc ça fait à peu près 14 000, quelque chose comme ça. C'est ça. Le prix de vente, tu m'as dit qu'il était à 13,50, c'est ça 13,50. Donc toi, tu touches à peu près 14 000 là-dessus. Qu'est-ce que tu dois payer? Quelles sont les charges? C'est les mêmes charges de la maison des artistes? Même charge. Tu m'as parlé d'un agent littéraire? Ça vient après dans l'histoire. D'accord. Ça vient après, mais... C'est au troisième livre. C'est au troisième livre. Ok, donc premier livre, tu touches 18 000 avant charge, deuxième 14 000 avant charge, donc non, 18 000 après charge, pardon. Voilà, c'est ça. Deuxième 14 000 pour le coup avant charge. Avant charge. Donc il te pareil, il t'en reste 60% à peu près. Voilà, c'est ça, entre 9 et 10 000 à peu près. Ok, c'est quand même à un livre par an, c'est quand même des belles sommes chaque année, en plus de toute ton activité de doctorant. Je veux dire, oui, ce sont en démarrant, c'est quand même un très très beau succès déjà. Oui, j'ai eu beaucoup de chance d'en vendre autant si tôt. Mais ça a quand même aussi constitué une sorte de trompe-l'œil ou d'illusion pour la suite, parce que je sais que mes livres littéraires, romanesques, ne pourront pas, sauf grande réussite, se vendre aussi bien. Avant d'aller sur ton troisième livre, j'aimerais juste que tu me racontes, c'est quoi un dictionnaire critique? Qu'est-ce que c'est? Et comment le rappeur est impliqué? Un dictionnaire critique, c'est un abécédaire, comme un dictionnaire amoureux, où chaque lettre correspond à un thème, une chanson, un album de l'univers du rappeur. Et donc, on progresse comme ça. Et le dictionnaire critique, il est critique parce que, non pas parce qu'il est péjoratif ou qu'il formule une critique, mais parce que justement, il analyse de manière littéraire, idéologique ou culturelle la construction de l'œuvre d'un rappeur. C'est une analyse littéraire quand même qui est basée sur le texte, les outils littéraires, les concepts philosophiques, la beauté poétique des textes, etc. Les rappeurs ne sont pas impliqués dans l'écriture du texte, mais ils sont impliqués dans la réception, c'est-à-dire qu'on leur envoie, on les rencontre. Aya Nakamura avait repartagé le livre, Damso aussi. Ouais, c'est vraiment la collection est en train de s'instituer. Et voilà, ils le reçoivent comme un cadeau, un hommage, parce qu'on n'est jamais dans la démolition. C'est un regard plutôt bienveillant qui est posé sur leur travail. Et puis c'est un regard aussi, c'est quelqu'un qui eux, en fait, souvent les musiciens en général, d'ailleurs pas du tout que les rappeurs, eux, ce qui les intéresse, c'est justement de parler de ça. Oui. C'est toujours le truc, on leur demande de parler de plein de trucs, mais eux, ce qui les intéresse, c'est de parler de leur musique, etc. Et donc, en général, c'est toujours un truc qu'ils kiffent d'avoir quelqu'un qui se penche sur leur travail un peu à fond, quoi. Donc, mais c'est cool qu'à chaque fois, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est cool qu'à chaque fois, qu'ils le reçoivent, qu'ils soient OK d'aller faire des prises de parole pour parler de ça et tout. Toi, tu les as tous rencontrés non, pas Orelsan. Enfin, on a échangé à un moment donné, mais il n'en a pas fait la promotion directement parce qu'il avait sorti au même moment un livre photo avec un photographe. Et donc, ça faisait un peu doublon. Ouais. Mais je sais qu'il l'a bien reçu et qu'il l'a eu et qu'il l'a apprécié. Ouais. Pourquoi le rap? Parce qu'en fait, j'ai toujours été assez passionné de rap depuis que je suis adolescent. Et qu'avec mes études, j'ai trouvé ça intéressant d'approcher le rap avec des outils littéraires, avec un regard philosophique. Et c'est quelque chose qui m'a paru aussi intéressant dans ma perspective de créer une littérature qui soit actuelle, populaire, qui touche aux sujets brûlants de notre époque et qui ne s'enferme pas dans une quête un peu solitaire. J'ai toujours voulu partager mon écriture avec beaucoup de gens. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec ces deux dictionnaires et avec mon troisième livre. Et donc on va venir sur le troisième livre. Une dernière question juste sur les deux premiers. C'était un peu un accident, c'est-à-dire que toi, tu as toujours su, j'imagine que tu voulais écrire, mais le premier, tu dis, c'était une occupation de vacances, et puis en fait, j'en ai vendu 25 000. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est quand même marrant. Tu dis que tu n'avais pas trop d'intention finalement d'écrire là-dessus. J'imagine que tu avais de l'intention d'écrire tout court. Oui, j'avais l'intention d'écrire, mais le succès du livre sur Damso a été une complète surprise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas eu la maîtrise en fait, de mon destin. Parce que tout s'est accéléré très vite, je vendais beaucoup de livres, et puis ensuite il y a eu ce contact avec l'éditeur, mais ensuite j'ai été très content de ce qui s'est passé, mais en effet oui, c'est un accident total. C'est génial. Surtout que on ne vend presque jamais 25 000 livres en auto-édition. Bien sûr, c'est très rare, c'est très rare, et d'ailleurs le Damso, c'est la meilleure vente de Librinova, de toute l'histoire de Librinova. Juste une mini question sur les plateformes. Donc là où ils vont vendre le plus, j'imagine que ça doit quand même être Amazon. C'est Amazon. T'as du Cultura, du Fnac.com. Oui. Beaucoup de Fnac, un peu de Cultura.
Et donc, le troisième livre, tu as changé d'éditeur. Oui, j'ai changé d'éditeur parce que c'était un texte très personnel, très autobiographique en fait, et que aussi, comme il était beaucoup plus littéraire, j'ai eu envie de le proposer à d'autres maisons d'édition, non pas par infidélité, mais juste par curiosité. Et j'ai donc rencontré par l'entremise de mon libraire Catherine Nabokov, qui est une grande agent littéraire à Paris, et qui m'a rencontré, qui a accepté de me voir et qui a lu mon texte, qui l'a beaucoup aimé. Et donc ça s'est fait très vite en fait, en l'espace d'une semaine. On s'est rencontrés, j'ai entendu parler d'elle, de son travail, et je lui ai proposé le texte. Et elle l'a envoyé à quelques maisons d'édition. Et 3 jours plus tard, on a eu le retour de Philippe Ray, donc qui est un grand éditeur parisien historique, qui est l'éditeur notamment de Bungarsar, qui a obtenu le prix Goncourt il y a 4 ans. Et Philippe Ray a aimé le texte de La vie sans fondement et a accepté de le publier. Donc à partir de ce moment-là, après une très courte négociation entre Catherine et lui, à partir de ce moment-là, je ne gérais plus rien. J'ai intégré la maison d'édition de Philippe Ray et le livre est paru 1 an plus tard à peu près, après beaucoup de travail sur le texte, des retours, plusieurs versions. Ça s'est bien passé cette partie, la partie travail? Très bien. Pareil, ils sont aussi bien que chez Lattès, c'était génial. Et puis c'était très différent en fait de travailler sur un texte plus littéraire, plus personnel, avec des gens que je connaissais peu finalement. Mais c'était un travail qui était précieux et qui a vraiment consolidé la qualité du texte. Et pour ce livre, c'est ma sœur justement qui a fait la couverture. Ils ont accepté, génial. Elle a fait une belle couverture. Et donc le livre est sorti en mars. Et là, pareil, j'ai fait une grande soirée de lancement dans une galerie. J'ai fait quelques médias, j'ai eu quelques articles dans des revues ou des journaux. Et le livre a été sélectionné, j'étais finaliste du prix de la vocation. Bon, je l'ai pas eu, mais bon, c'était quand même bien. Et j'étais très content de cette première grande aventure littéraire. C'était vraiment incroyable. Cette dame, Catherine, ouais. C'est donc devenu ton agent littéraire, si je comprends. C'est mon agent entre littéraire, c'est ça. Donc ça s'est fait un peu par hasard aussi? Moins par hasard, j'ai choisi quand même de travailler avec elle parce qu'elle a une grande renommée et que elle est très liée avec les maisons d'édition et qu'en fait elle aide vraiment. C'est comme une première éditrice. Comme elle était aussi éditrice à l'époque, elle jette un regard sur le texte qui est très puissant et qui ensuite va nous orienter dans notre parcours pour trouver un éditeur. Ça correspond plus à cet éditeur-là ou cet éditeur-là. Elle fait vraiment un travail de conseil puis ensuite de négociation qui est formidable. Donc le rôle de l'agent littéraire, juste pour comprendre, pour les gens qui écoutent, qui veulent bien comprendre, t'es agent littéraire, t'as les contacts avec toutes les maisons d'édition, tu sais qu'est-ce qui pourrait mieux marcher, que ce soit sur ta personnalité, la personnalité de l'auteur, pour travailler avec l'éditeur, ainsi que cet éditeur-là sera meilleur pour vendre ce type de texte-là. Donc elle fait ce truc-là, et ensuite c'est elle qui va te négocier ton contrat. Oui, donc c'est ça. Vraiment agent classique. Agent classique. Et là, elle prend un pourcentage sur toi, tes 10% de prix de vente. Elle prend un pourcentage sur l'avance que l'éditeur donne, qui est, en fait, ça dépend des agents. Il est entre 10 et 20, 25%. Et ensuite, sur les ventes directement, je ne sais pas si elle prend un pourcentage, mais dans tous les cas, il sera minime. C'est surtout sur l'avance qu'elle prend un pourcentage. D'accord. Donc, pour expliquer aux gens la différence entre l'avance et ce que tu touches après, mettons, alors je vais essayer de prendre un exemple assez simple. Toi, tu vas donc avoir 10% d'un livre qui va se vendre 20. Alors, le tien il se vendait 17. Le tien se vendait 17. On va arrondir à 20. Donc, toi, si jamais tu vas vendre 10 000 livres, tu vas avoir 20 000 euros de droits. Ouais. C'est ça. Ton avance, on va dire qu'elle était de 10 000 euros. Eux, ils t'ont donné cette avance. Pourquoi ? Tout simplement pour que tu puisses vivre pendant le temps de travail d'écriture, d'accord ? Une fois que tu as signé ton contrat. Ils t'ont déjà payé 10 000 euros. Ils t'en doivent... C'est 5 000 euros à la signature du contrat et 5 000 euros à la publication du livre. C'est comme ça que fonctionne l'avance. Donc, c'est divisé en deux. Et ensuite, donc, imagine, tu vends 10 000 exemplaires, donc tu as 20 000 euros de droits. Ils t'en ont déjà donné 10. Et en fait, le reste, c'est des royalties qui te doivent. Oui. Donc, ils vont pas te donner 20 000 euros. L'avance, c'est vraiment... c'est le seul argent qu'on touche presque en amont. En amont. Et parce qu'ensuite, les droits d'auteur, on les perçoit presque 1 an après la sortie du livre. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas... Et tu les perçois si les ventes excèdent l'avance qu'ils t'ont donnée. Non, on les perçoit quoi qu'il arrive. L'avance, elle est due et elle n'est jamais remboursée. Oui, mais par contre, imagine, ils t'ont fait une avance de 5 000 euros et en fait, toi, t'as pas vendu pour 5 000 euros le livre. Évidemment, tu ne dois pas leur rendre d'argent. Eux, ils ont perdu d'argent sur le pari qu'ils ont fait sur toi, mais tu toucheras aucun droit d'auteur. Si, bien sûr. Bien sûr, l'avance, c'est un risque qu'ils prennent, plus ou moins. On ne doit jamais rembourser et même, ça ne coupe pas nos droits d'auteur. Là-dessus, toi, t'en as vendu combien ?
Je sais pas encore. Mais je pense que j'en aurais vendu 1000, un truc comme ça. Ok, Bah, donc c'est vraiment des ordres de grandeur très différents. Ouais, très très pour de la différent. fiction, ok. Je réalise que c'est un milieu très difficile et que je ne peux pas en fait à terme en vivre simplement parce que ça ne rapporte pas assez d'argent chaque année pour subvenir aux besoins, au loyer. Ce qui me permet de vivre, c'est surtout la thèse grâce au contrat doctoral que j'ai pour l'instant. Là, en lycée, on va dire que tu as gagné dans ta poche 15 000 euros par an depuis, avec la vente de livres à peu près. Oui. Si je lis, c'est que j'enlève les charges à très grosse maille. Donc en effet, ça ne permet pas de vivre, même si à la fois c'est assez beau d'avoir réussi à faire ça. Juste une question, selon toi, il faut vendre combien de livres en tant qu'auteur pour que ça devienne ton activité unique et réussir à en vivre? Entre 10 000 et 15 000 à chaque fois. 10 000 et 15 000 par an? Oui, par an, ouais, à chaque fois, ou même pour chaque livre. En fait, si on fait Ouais, un c'est livre ça. tous les 2 ans, qu'on en Ouais, vend... mais c'est voilà, c'est 10 000 et 15 000, mais il faut pas faire un livre moins que tous les 2 ans. Oui, c'est ça, faut Ouais. enchaîner. Sauf si on fait, par exemple, d'Adèle Lyon, qui a écrit Mon vrai nom est Elisabeth. Bah, ils ont annoncé 180 000 lecteurs. Le livre est formidable et c'est un grand succès de librairie. Elle, par exemple, elle est plutôt tranquille pour quelques années. Pour quelques années. Bah oui, Ouais, c'est si le on truc. fait le Et calcul. c'était quoi le prix du livre? C'était 20 euros. Donc en fait, 180 000 fois 2 euros, imaginons, ça fait 400 000 euros. Donc c'est pour Oui, ça donc qu'il faut elle est faire pas mal. soit un grand succès et ensuite en préparer un autre, soit une multitude de petits projets, voilà, ce qui est plutôt mon modèle pour l'instant. Dans les petits projets, donc tu es doctorant, un tout petit projet. Oui, je suis doctorant en lettres à la Sorbonne. Donc après l'agrégation, j'ai obtenu un contrat doctoral donc pour 3 ans qui me permet d'être rémunéré environ 1800 euros par mois, 1800 euros net pour la rédaction de la thèse en littérature, la participation à des colloques et la charge de cours. Et donc voilà, ça c'est l'activité la plus stable que j'ai. C'est une activité que j'aime beaucoup. Simplement, parfois c'est difficile de trouver du temps pour écrire sa thèse, en plus de trouver du temps pour écrire les livres et en plus des activités parallèles dont on va peut-être parler. Mais c'est vraiment la continuité en fait logique de mes études et un peu le ciment de mes activités. C'est-à-dire que si j'avais pas la thèse, je pourrais pas être écrivain. Là-dessus, on va rentrer un peu là-dedans. Donc 1800 euros, toi, c'est ce que tu touches en net pour cette activité-là. Ça correspond à combien d'heures de cours? J'imagine que... Donc c'est quoi? C'est des licences? C'est des licences 1 et 2. Licences Ça 1 et 2, correspond à 5 heures de cours par semaine. que tu doubles au moins pour tout ce qui est préparation des cours et correction, même que tu triples en fait, non? Que je triple plutôt parce que la correction prend du temps et la préparation aussi. Mais en fait, ces 1800 euros, ils incluent aussi simplement le contrat doctoral qui prévoit que je dois rédiger une thèse. Et donc cette thèse, c'est quand même 500 pages. Donc c'est pas un petit travail c'est pas un petit travail de mémoire ou d'article. C'est vraiment presque un autre grand livre qu'il faut écrire et qu'il faut écrire en 3 ans, 3-4 ans, on peut prolonger parfois. Donc c'est ce que couvrent les 1800 euros. Et c'est la continuité en fait fonctionnariale de l'ENS. À l'ENS, j'étais fonctionnaire stagiaire. Avec la Greg, je suis devenu fonctionnaire normal. Time, ouais, c'est ça. Et donc, tu as la rédaction de cette thèse, tu as le travail avec, j'imagine, ton directeur de thèse, donc c'est beaucoup de retravail, de réécriture. Ouais, de conseils, de suivi chaque année. J'aimerais bien après que tu m'expliques un peu le découpage de ton temps et tes journées type, mais tu as mentionné d'autres activités annexes, est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, bien sûr. Est-ce que tu fais d'autres choses en plus donc d'écrire et toute cette activité de doctorant? Oui, j'ai pas mal d'activités complémentaires. D'abord, je fais souvent des missions de ghostwriting, c'est-à-dire de la conception-rédaction pour des marques, des entreprises qui ont besoin d'écrire par exemple une newsletter ou parfois je suis plume, j'écris quelques discours de temps à autre. Parfois je fais des travaux de relecture pour des dossiers, des procès-verbaux, etc. Donc je mets vraiment ma plume au service d'entreprise. Donc ça c'est vraiment un travail alimentaire, souterrain, invisible, mais qu'il ne faut pas minorer parce que dans mon modèle économique c'est quand même très profitable. Puis ça peut vite être 50%, enfin tu peux vite... quasiment doubler ton salaire oui, mensuel, tout à en fait. voire plus. C'est beaucoup de travail à chaque fois et en plus très intéressant parce que je découvre plein d'univers. Je travaille avec des entreprises très variées, donc ça j'adore. Et à côté de ça, j'ai une autre petite passion artistique qui est la photographie. Okay. Donc avec mon amie, ma copine, on est photographe et donc on shoot des gens, des comédiens, des acteurs, des actrices. On a un petit studio pour leur book pour leur book, pour leur CV, on fait des portraits comme ça et parfois on a des collaborations avec des mannequins. Donc on commence ça, mais pour l'instant ça marche très bien. Donc ça c'est une autre petite source de revenus. Et je prends beaucoup de plaisir à ça, je découvre un peu le monde de la photographie. Et donc voilà, ça, mais les deux grandes activités complémentaires et qui rapportent un petit peu de sous, c'est le ghostwriting, la conception-rédaction, la mise au service de la plume et la photographie. Le ghostwriting, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as démarré, comment tu trouves des clients, comment ça fonctionne, comment tu définis tes prix?
On peut travailler soit avec une agence. Moi, je travaille avec une agence qui s'appelle Codexa, parfois pour certains clients. Donc ça, c'est plus de la transcription de réunions et de la synthèse de procès-verbaux. Ou sinon, c'est vraiment du bouche à oreille. J'ai déjà travaillé avec un architecte qui écrivait un livre. Je travaille avec certaines entreprises pour des newsletters ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est soit des contacts, mais j'essaye justement de consolider. C'est plus du réseau, en fait, de consolider ça. Et là, maintenant, j'aimerais bien plus tard peut-être écrire un livre pour quelqu'un, pour une personnalité, pour un PDG, voir si je peux carrément faire un grand projet avec quelqu'un en tant que ghostwriter et pas simplement travailler 3 heures ou 4 sur un projet donné. Oui, parce que c'est juste, toi, tu dois refaire le travail de vente, de facturation à chaque fois et tout. Oui, c'est ça. Alors que si tu fais un gros projet, bien sûr, au moins, t'es tranquille quelques mois et puis potentiellement, ça peut être ça peut être plus intéressant. Et puis, c'est un travail qui rejoint un peu le travail de biographe, quelque part. Oui, c'est ça, tout à fait. Et même de commentateur. J'aime beaucoup écrire sur et écrire pour. Donc, c'est des travaux qui me plaisent beaucoup à chaque fois. Je trouve presque plus facilement les mots pour d'autres personnes que quand il s'agit de ma propre création. Et là-dessus, tu vas facturer un peu à la tête du client ou ça va être à la mission ou au temps passé? C'est à la mission. Et là, oui, je suis plutôt libre de facturer. Je sais qu'il ne faut pas non plus aller trop haut, mais c'est quand même des contrats souvent, ce sont des entreprises qui ont du budget, qu'en fait, on peut vraiment bien se rémunérer mieux qu'avec l'écriture. Et t'en fais combien par mois à peu près des projets comme ça? Je ne saurais pas combien j'en fais. Je sais que j'ai 3-4 clients réguliers. Je dirais que ça me rapporte entre 800 et 1000 euros par mois. Et je vais le développer. Je sais que c'est quelque chose que je veux vraiment développer. C'est vraiment le début. Plus entre 500 et 1000 euros, je dirais, si on étale et on lisse un peu. Là, tu m'as parlé de énormément de choses. J'ai un peu du mal à voir comment tu rentres ça dans une semaine normale. Tu peux me raconter comment tu... Je suis assez débordé, surtout cette année. Mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la vitesse, le rythme, le mouvement. Donc, ma journée est toujours très pleine. Et ça passe surtout par une sorte de séquençage du travail. Ça va être par exemple le matin, je travaille sur ma thèse. Ensuite, je vais donner un cours. Là, je suis là, par exemple, j'ai ce podcast. Et ensuite, je trie quelques photos que j'ai faites hier. Ensuite, je passe un peu à l'écriture littéraire. Ensuite, je fais un peu de promo pour Damso. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... il faut vraiment que je m'organise bien. C'est beaucoup de discipline. Et c'est une capacité à passer du coq à l'âne 50 fois dans la même journée aussi. Oui, c'est ça. En fait, et aussi, j'ai pas de bureau. J'ai pas d'employé. Tu travailles où? J'ai pas d'employeur, pardon. Je travaille chez moi ou à la Sorbonne. Okay. À la Sorbonne, dans les salles réservées aux doctorants. Et en fait, c'est aussi ça qui me permet de faire autant de choses, entre guillemets, parce que j'ai pas d'horaire fixe. J'ai pas d'impératif, j'ai juste les cours 4 heures par semaine et le reste du temps, je me discipline, je travaille chez moi. Mais tu travailles tout le temps en fait du coup. Oui, je travaille pas mal, mais comme en fait j'ai eu une formation qui m'a fait beaucoup aimer ça, la prépa, l'ENS, etc., j'ai toujours un grand besoin de travailler. Je suis pas très oisif comme personne. Une question que je me pose, toi, c'est quand même, déjà c'est super large et super fourni tout ce que tu fais en plus de cette activité d'écrivain qui quand même on sent c'est... là où tu veux aller dans le futur, je veux dire. Ton objectif, c'est de gagner ta vie avec l'écriture? Pas nécessairement. Pas nécessairement? Pas nécessairement, c'est de faire des livres qui me plaisent et qui plaisent aux gens. Mais les grands succès de librairie, c'est vraiment réservé à pas à des élus, mais il faut rester modeste dans sa trajectoire. Et surtout que moi, j'aime beaucoup les sujets d'actualité, la politique, le divertissement, la culture. Et donc, en fait, si à terme, je travaille avec une entreprise, par exemple, ou si je fais de la pub, j'aimerais bien faire de la pub à terme, à un moment, essayer. Conception, rédaction, écrire? Ouais, voilà, c'est ça, écrire de la pub, pourquoi pas. En fait, pour l'instant, je sais que les premiers succès m'ont encouragé dans le métier d'écrivain, mais que à terme, je me ferme aucune porte sur les projets d'entreprise. Mais oui, ma passion, c'est la littérature, en effet. Mais à voir si j'arrive à en faire un métier, une occupation à plein temps. L'avenir me le dira. En général, les gens qui écrivent, mais qui ne gagnent pas leur vie à 100% avec l'écriture, ils font comme toi, ou il y a d'autres choses? Qu'est-ce qu'ils font, les auteurs, en plus? Ils font un peu comme toi, du ghostwriting, du copywriting, ou il y a d'autres trucs? Oui, je pense qu'ils font comme moi. Ils peuvent faire des piges aussi pour des journaux. Ils peuvent être profs, ils peuvent, être dans une entreprise. Enfin, chacun a sa recette. Tu parlais de promo un peu sur les réseaux sociaux. Ça, on est d'accord, ça fait partie intégrante du métier. C'est-à-dire que comme tous les métiers où tu t'adresses à du public, tu es obligé de poster sur Instagram, d'animer un peu une communauté. On est d'accord? Oui, c'est ça. Ça fait partie du truc. Je me souviens, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment Instagram, et c'est ma sœur qui
qui était très spécialiste, qui m'a dit de me faire un compte et je me suis un peu moqué d'elle. Et finalement, aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est un peu le nerf de la guerre. Et donc, c'est pour ça que je la remercie beaucoup parce que c'est cette promotion sur Instagram, même sur TikTok, qui fait connaître le livre. Avec les dictionnaires critiques, c'est un TikTok qu'une personne avait fait qui a obtenu 1 million de vues. Et ça, en fait, que ça a fait exploser voilà, les ventes du livre. C'est vraiment ça, c'est pour Damso et Orelsan, c'est surtout TikTok, quoi. Donc toi, tu postes des trucs sur TikTok ou non? Un peu, ouais. Okay, je poste un peu des trucs sur TikTok. Et tu fais des vidéos un peu éducatives ou explicatives où toi tu te filmes et tout ou... Non, j'ai jamais passé le pas. J'arrive pas à tenir le téléphone, je saurais pas comment faire. Parler au téléphone, oui. Ouais. Mais non, c'est juste des vidéos un peu dynamiques du livre avec un peu de montage. J'ai appris à monter des vidéos, mais c'est un univers que j'adore, la promotion des livres. Ouais, c'est assez marrant. Il faut le traiter un peu comme un jeu, quoi. C'est un vrai jeu, un jeu avec l'algorithme, un jeu avec l'envie de faire acheter les gens, l'envie de faire découvrir le livre. Mais ça a été très difficile, par exemple, pour le livre La vie sans fondement, parce que c'est pas du tout le public. Le public TikTok, c'est un public plus rap, plus jeune, et donc un livre sur le cancer, vous doutez que c'était pas le grand engouement, quoi. Mais en effet, même du côté écrivain, tu as plein de contenus sur TikTok, sur Instagram et tout, sur des méthodes. Et c'était une question que je voulais te poser. On avait enregistré sur Génération Do It Yourself avec Amanda Sters, notamment plusieurs écrivains, mais dont Amanda Sters qui partageait sa méthode d'écriture. Et je sais pas si tu as déjà vu, mais tu as plein de contenus sur les réseaux sociaux d'auteurs, alors qui sont peut-être de jeunes auteurs, autrices qui sont peut-être en auto-édition, qui expliquent vraiment toute leur méthodologie pour écrire un roman qui tient la route avec les bonnes bases, les bonnes fondations. Est-ce que toi, alors, qu'est-ce que tu penses de ça déjà? Et puis, est-ce que toi, tu as une méthode quand tu dis je réfléchis à plusieurs pistes tous les mercredis, là, par exemple? Je pense que c'est bien. C'est bien que l'écriture se démocratise et que chacun partage un peu ses méthodes. Moi, j'ai pas de méthode particulière parce que sachant que j'ai toujours écrit et que j'écris depuis que je suis jeune et pour le roman je sais qu'il va me falloir un vrai cap, une vraie discipline, une construction presque architecturale, mais pour l'instant j'ai un peu écrit au fil de la plume, j'écris beaucoup par petits bouts, c'est-à-dire que j'écris un petit texte dans le carnet et ensuite je vais le recopier, puis ensuite je les assemble. Comme je travaille en plus sur le fragment en littérature, c'est pour ça que ça me passionne aussi. J'écris par fragments, par succession un peu de coups d'éclat, quoi. J'écris pas pendant 4 heures. Peut-être limite après, quoi. Oui, après, je tisse après, mais les grands moments d'écriture, ils sont souvent un peu à la, pas à l'arrache, mais presque, quoi. C'est pulsionnel, quoi. Et tu parles d'un carnet, t'écris à la main? Ouais, j'écris à la main, bien sûr. Tout? Presque tout, ouais. J'écris tout à la main et ensuite je recopie. C'est parce que ça fait quand même une phase de digestion, en fait. La première fois, j'écris à la main et ensuite je recopie. J'aime pas beaucoup écrire pour la première fois à l'ordinateur. Il y a trop de possibilités de suppression, de retour. Quelque chose de presque stérilisant, quoi, dans le Word, vraiment. Oui, alors que là, tu dois assumer tout. Il faut assumer, c'est... Ah, c'est super intéressant. Et puis c'est plus agréable, en fait. Donc tu noircis des carnets et des carnets et des carnets. Je noircis pas des carnets et des carnets, mais oui, j'écris dans des carnets. C'est drôle, voilà, okay. C'est ça. Très marrant. Ça se fait beaucoup, tu crois qu'il y a beaucoup, la plupart des écrivains, t'en as qui commencent tous à l'ordi ou pas dans les grands écrivains? Non, je pense que même les grands écrivains, j'étais allé une fois chez un écrivain assez connu qui s'appelle Denis Grozdanovic et j'étais entré dans son bureau, il avait des milliers de carnets annotés, vraiment magnifiques. Non, et puis même le Word. Le beau cliché, quoi, le cliché qu'on est content de voir en vrai. C'est vrai, c'était ça, vraiment. Je te posais encore 2-3 mini-questions et après j'arrête de te cuisiner des questions que je pose souvent à la fin des épisodes. Parmi toutes ces différentes activités, dans tout ton métier, tes métiers, qu'est-ce que tu préfères? Je pense que c'est vraiment l'écriture de livres et la photographie. Je sais qu'en ce moment, je prends vraiment goût à ça, à la photographie, parce que c'est une autre forme d'image et que la littérature, c'est aussi de l'image. Et l'écriture de livres, bien sûr, parce que par exemple, l'écriture de La vie sans fondement, ça m'a procuré un plaisir que j'avais jamais éprouvé et puis même une vraie fierté, quoi, de publier ça. Donc voilà, je dirais l'écriture et la photographie. Et je suis aussi joueur d'échecs, en fait, je vous l'ai pas dit, mais ça me rapporte pas d'argent, pas assez encore. Faut que tu nous présentes, je rêve de faire un épisode avec un maître d'échecs. Ah, c'est vrai. Quelqu'un qui gagne sa vie avec les échecs. Ah je peux vous en présenter un. Ah carrément, tu vas donner tout ça à Iris juste après. Avec grand plaisir, j'ai trop envie de découvrir un peu cet univers-là. C'est quoi ce que t'aimes le moins dans tout ça? Corriger les copies, le truc hyper cliché. C'est vrai que je déteste corriger les copies. J'espère que mes élèves n'entendront pas ça. Corriger les copies, oui, et je dirais que parfois, je pense que le travail de la thèse, c'est pas que je déteste, c'est que c'est tellement exigeant et tellement parfois douloureux que j'ai certains moments faibles. Mais en fait,
comment dire, je suis plutôt content en fait du rythme que j'ai construit, voilà, ce côté un peu éclectique, un peu dispersé, et j'arrive à maîtriser voilà, les choses ensemble, et je déteste rien. Voilà, je dirais que la thèse est le plus difficile, mais je déteste rien. Sinon, je le ferais pas d'ailleurs. Si tout ça était à refaire, tu le referais? Ouais, tout à fait. De la même manière. Ce métier de la même manière, super. Ouais. Nicolas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes Merci, mes questions Clémence. pendant 1 heure. C'était vraiment passionnant. C'était super. Très clair et hyper intéressant. Ma toute dernière question avant de te laisser, est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne? Pourquoi pas les photographes, mais les vrais grands photographes. C'est-à-dire que Les moi, je artistes, suis enfin, photographe photographes amateur. d'art. Ok. Photographe d'art, photographe de mode, photographe seulement artistique. Ça m'intéresserait vraiment. J'ai fait un épisode il y a quelques mois avec un photographe de mariage, mais qui est spécialisé dans la niche de l'ultra luxe. Donc que des Ah oui. mariages de milliardaires américains, si je caricature, et qui racontait tout son modèle économique. C'était passionnant. Génial. Voilà. Super Nicolas, vraiment merci et bravo pour tout ce que tu fais. Merci d'être venu. Merci pour votre invitation et merci à Iris pour la mise en relation. Merci à Iris. Et puis on mettra tous les liens de tous tes livres. Tu vas me dire juste après lesquels. Et puis ton Insta pour te suivre et suivre toutes tes aventures. Merci beaucoup. Merci. À plus. À Salut. plus tard. Au revoir.